Amis téléspectateurs, honneur, merci de faire avec nous un nouveau voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. J'ai ramené pour vous, à la veille de Noël, le Christmas avec André Rieu. Collection Denon, DVD C0Z 17349. Jingle Bells, Ave Maria, White Christmas, Silent Night, Christmas with André Rieu. Toujours André Rieu, New Year's in Vienna. Nouvel An à Vienne. Collection Denon, DVD COZ 17573. Danube bleu, Rigoletto, Funiculi Funicula, Valse de l'Empereur. André Rieu, New Year's in Vienna. Andrea Bocelli et David Foster, My Christmas. Cantique de Noël, Christmas Song avec Nathalie Cole. Collection DK B0013 75 109. Sarah Brightman, Symphonie, live in Vienna. Collection 50 999 2 07 892 20. Duo avec Chris Thompson, Fernando Lima, Alessandro Sofina. Et le fameux Pied Jésus. Our Favorite Things avec Tommy Bennett, Charlotte Church, Placido Domingo, Vanessa Williams. Collection SDV 89 657. Noël à Vienne. Our Favorite Things. En librairie cette semaine, Trépidation d'un cœur en tumulte, poésie de Maryse C. Élysée, peinture d'Albert Desmangles. Illustration Albert Desmangles. Et le trésor qui sera en signature vente ce samedi 24 novembre à la Pléiade de 10h à 2h PM. Le livre de Louis-Philippe d'Alembert, Noire blessure, roman. Noire blessure est sorti aux éditions Mercure de France il y a 1 an et la réédition sera mise en vente à un prix très démocratique, 200 gourdes. Amis téléspectateurs, j'ai le plaisir immense et le grand honneur de recevoir Louis-Philippe d'Alembert, essayiste, romancier, poète et surtout l'auteur haïtien qui est traduit en 8 langues. Louis-Philippe d'Alembert, honneur. Est-ce que je peux prendre la liberté de lire pour mes téléspectateurs la première page du livre qui est incroyable? Mamad est ligotée à la chaise, les bras solidement retenus derrière le dossier. Une corde de nylon de la grosseur d'un doigt d'adulte serpente autour de son corps, des épaules aux chevilles, glisse entre les barreaux et vient garrotter ses poignets. D'étranges tatouages couvrent son buste nu. Des stigmates en fait résultant de ses efforts pour se libérer.
Sa tête pend à la renverse. La pénombre naissante laisse deviner son visage recouvert de pustules énormes, comme s'il avait été piqué par un bataillon de fourmis, rousse sa grosse tête. Il ne bouge pas. La cuisine américaine, comme le reste de la maison, est plongée dans le silence. Pas le moindre bruit, ni d'humain, ni d'animal, ni même du vent d'habitude si désert. L'homme émerge avec peine. Combien de temps a-t-il dormi? Est-il resté évanoui? Les sensations lui reviennent peu à peu, en un picotement progressif de ses membres. L'envie de se gratter jusqu'au sang. Un léger tressautement des épaules trahit la rage de ne pouvoir se mouvoir. La douleur reprend possession de ses muscles. Elle s'intensifie, passe par l'estomac qui gargouille un reflux acide. Amis téléspectateurs, Louis-Philippe d'Alembert m'a volé une nuit. J'ai eu une nuit blanche à lire Noire blessure. Noire blessure, il est dit, d'après la critique, que ce serait une prose sensuelle, pleine de bruit, d'odeur et de jazz. C'est de Grégoire le Ménager du Nouvel Observateur. Yves Chemla nous dit « Ce roman est comme un opéra, à la fois grandiose et intime ». Alain Nicolas de l'Humanité écrit « L'Afrique est le personnage roi de ce roman d'un Haïtien à qui la traversée de l'Atlantique réussit magnifiquement. Un grand roman. » Et Aya Belascri, un roman fort sur l'ambivalence de l'être humain, ni noir ni blanc, blanc et noir. Louis-Philippe d'Alembert est né à Port-au-Prince. Je vous ai dit qu'il était romancier, nouvelliste, poète et essayiste. Ce texte, pensionnaire de la Villa Médicis, a publié notamment « Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme »,« L'autre face de la mer »,« Prix RFO » et « Les dieux voyagent la nuit », Prix Casa de las Américas. Ces livres sont traduits en allemand, espagnol, italien, anglais, portugais, danois, serbe et roumain. Quand on a un tel palmarès, Louis-Philippe d'Alembert, comment est-ce qu'on se sent? Comment on vit ça? Comment on vit un tel succès, une renommée internationale assise? Disons, je vis tout ça avec une certaine distance, je dirais, mais je n'oublie jamais, quelque part, le petit garçon que j'étais à Port-au-Prince. Et quand je regarde ce qui m'arrive, je me dis qu'il faut continuer. Il faut continuer pour moi, bien sûr, pour ce petit garçon que j'ai été, mais il faut continuer aussi pour Haïti. Et je ne suis heureusement pas le seul dans ce cas-là. Il y a tant d'autres écrivains haïtiens qui ouvrent le chemin, qui m'ont ouvert le chemin et qui continuent. Et c'est à nous de continuer de poursuivre en fait cette voie-là et de laisser la place aussi à d'autres, à ceux qui arrivent derrière. Pour moi, c'est à la fois un plaisir, mais en même temps un devoir de le faire, de continuer à le faire pour moi et pour Haïti. Ce n'est pas par hasard, j'ai bien aimé que vous ayez mentionné le fait que le livre coûte 200 gourdes, donc c'est un livre qui est paru en France, aux éditions Mercure de France, mais je tenais absolument à ce que ce livre soit édité en Haïti, dans une édition haïtienne, qu'il soit accessible, donc à un coût qui tienne compte du pouvoir d'achat local. Parce que pour moi, je peux avoir tout le succès possible et imaginable si mes livres ne sont pas lus en Haïti. Si le public, si les jeunes qui savent lire ou d'autres moins jeunes n'ont pas accès à ce livre-là, ça ne signifie absolument rien. Et bien sûr, je mènerai ma vie, bien sûr, je serai traduit, bien sûr, je publierai dans peut-être les grandes maisons d'édition parisiennes, mais ce qui m'importe, ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'être lu dans mon pays natal. Mais vous avez fait allusion au petit garçon. Quel est votre cheminement littéraire? Le cheminement... Comment le petit garçon est devenu cet écrivain mature? Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et beaucoup de choses. D'abord, une mère institutrice donc, qui disait toujours des poèmes à la maison et tout le temps, donc qui nous transmettait. Nous, je dis non parce que je parle de mes frères et sœurs, mais qui m'a transmis à moi cet amour de la poésie. Donc, je l'entendais toujours dire en vacances à ses occupations des poèmes
c'est resté quelque part dans ma tête. Et puis une grand-mère aussi, qui n'avait pas fait beaucoup d'études, peut-être un peu le certificat d'études, et cette grand-mère qui tenait absolument à ce que nous lisions tout le temps. Il y avait toujours, elle ne supportait pas l'idée de nous voir, ou de me voir, c'était moi le dernier, en train d'être dans la cour, en train de ne rien faire, ou d'être dans la rue en train de jouer avec les autres. Elle ne supportait pas cette idée-là. Donc il fallait toujours avoir un livre en main. Et je crois que ça a fini par créer une forme de solitude. Comme vous le savez, c'est très difficile à Port-au-Prince de s'isoler pour lire. Donc je me mettais ou sur le toit de la maison ou dans un arbre pour pouvoir lire tranquille sans être dérangé par les autres. Et parfois je lisais, j'étais dans mon arbre, là je voyais les autres passer en bas, je souriais et je continuais à lire. Et puis il y a mon frère aîné aussi, il est mon aîné de 5 ans. Donc il avait une espèce de petit secrétaire là où il cachait ses livres parce qu'il ne voulait pas qu'on les déchire. Et il les mettait carrément sous clé, avec cadenas. Et moi, j'étais devenu pratiquement un as dans l'art de forcer les cadenas. Donc je forçais le cadenas et je prenais les livres, je lisais, donc un œil rivé au livre, un œil par la fenêtre, et puis le frère. Et puis, au cas où il viendrait, et après, et là, je peux vous assurer que j'ai fait des découvertes immenses. J'ai fait des découvertes extraordinaires. L'une des découvertes, pour citer un auteur haïtien, ça a été Franck Etienne, Ultra Vocal. À l'époque, j'étais jeune, je devais avoir 12 ans, donc je ne comprenais pas trop bien. Et puis aussi, un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Anna Karenine de Tolstoï. Je lisais ce livre-là, j'étais pris, mais vraiment emporté par... C'est une histoire qui se passait à plus d'un siècle de moi et à plus d'une quinzaine de milliers de kilomètres. Mais en même temps, j'étais fasciné par ce livre-là. Il y avait déjà, bien sûr, l'amour, la sensualité, mais en même temps, tous les grands questionnements. Quand on est un peu... on commence à entrer dans l'adolescence, bien sûr, est-ce que Dieu existe ou n'existe pas, et les questions de morale ou d'éthique, et donc tous ces questionnements-là étaient pour moi très très brûlants, et c'était d'autant plus intéressant que je le lisais avec le sentiment de l'interdit, parce que c'était, en principe, ça devait être fermé sous clé, et donc ça a laissé une trace. Et puis, petit à petit, quand j'ai continué à grandir, j'ai fait d'autres découvertes, des découvertes d'auteurs haïtiens, entre autres. Quelqu'un, je me rappelle, j'étais à l'école, dans une école de garçons, malheureusement, au petit séminaire collège Saint-Martial, et il n'y avait que des garçons, donc il fallait toujours être en correspondance avec les filles d'autres écoles, et chez les sœurs aussi c'est pareil, donc et on était jumelés avec une classe de Saint-François d'Assise. Donc je crois que les filles avaient compris que moi j'aimais lire, et puis il y en a une à Noël une fois qui m'a offert Compère Général Soleil de Jacques-Stéphane Alexis. Et ça aussi, ça a été un bouleversement. Et c'est la première fois que je lisais quelque chose d'aussi fort par rapport à la réalité de Port-au-Prince, qui était la mienne. Donc je n'avais jamais lu quelque chose d'aussi vivant, d'aussi riche, aussi poignant. Et je découvrais tout ça, j'étais époustouflé. Et puis je vais découvrir aussi là un petit peu plus tard Marie Vieux-Chauvet, Amour, colère, folie. C'était d'autant, là aussi ça avait le goût de l'interdit, parce que le texte n'était plus publié, ni à l'étranger ni en Haïti. Donc c'est un livre qui passait, comme on dit en français, sous le manteau. Et quand j'ai lu ce livre-là aussi, c'est pareil, c'est-à-dire c'était un livre tellement poignant qui avait le mérite à la fois de parler de la réalité haïtienne, mais en même temps de ne pas m'enfermer dans cette réalité-là. C'était un livre complètement universel, cette trilogie-là. Un livre très 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 fort. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, je n'en revenais pas. Et donc tous ces livres-là, quelque part, m'ont nourri. Et pour continuer avec les auteurs haïtiens, il y en a un autre qui m'a beaucoup marqué, qui n'a pas marqué que moi, mais je pense qu'il a marqué plusieurs générations, non seulement d'écrivains, mais aussi tout simplement de lecteurs haïtiens. C'est le disque d'Anthony Phelps, Mon pays que voici.
Donc, quand j'écoutais ce 33 tours, comme beaucoup de jeunes, j'ai fini par apprendre le texte par cœur sans même le vouloir, parce qu'il y avait cette voix chaude et grave Oui, de la Anthony voix. Pels. Et là, j'étais porté par ce disque-là. Et je me rappelle justement en terminale, dans ce qu'on appelle philo ici, et quand on devait faire une fête, j'avais repris comment dire, ce texte-là. C'est un texte qui a été fondamental pour moi et qui le reste d'autant plus que à partir de janvier, je vais enseigner à l'université de Wisconsin à Milwaukee et l'un des textes, le premier texte que je vais étudier, ça va être Mon pays que voici d'Anthony Pels. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Vous avez quand même publié une vingtaine d'ouvrages et vous êtes encore très jeune. C'est époustouflant. Pas si jeune que ça. C'est époustouflant. Et je vous ai montré l'un de vos livres tantôt et vous m'avez dit, ça c'est une œuvre de jeunesse. Je parle de « Et le soleil se souvient », sorti dans les années 80, début des années 80. Non, fin, c'est plutôt en 1987. Ah bon, fin des années 80. Et pourtant, vous avez bien spécifié que c'est une œuvre de jeunesse. Mais je prends la liberté de partager avec mes téléspectateurs car ce sont des textes qui me plaisent, les textes me parlent. Je lis ici « Aller-retour, partir, m'en aller, fuir cet archipel où la longueur d'Alizé, le rationnel fait office de page. Cette terre, mon sang, cette terre, ma vie. M'en aller par-delà le mythe de ton corps et ta fumée de femme. Partir vers ces villes d'iceberg et de nuages lourds, partir et ne plus joindre ton sourire, cet effluve de bonheur. Je m'en irai dès l'aube du mois nouveau, loin de tes débordements d'amour, de l'envoûtement de ta voix et de ta sève rayonnante de femme. Loin des fastes de ta mère, je m'en irai. C'est pas jeune, ça. Pour moi, oui, parce que c'est des textes... C'est beau, c'est tout simplement beau. Merci, mais c'est quand même, ça reste, je dis, des textes de jeunesse, vous le savez, dans la mesure où, je crois, tout écrivain ou tout créateur, vous avez parlé tout à l'heure de parcours, donc suit un parcours. Et au fur et à mesure, il y a des textes qui restent, que l'on trouve beaux, tant mieux. Il y en a d'autres parfois que l'on regrette. Et je me dis, tiens, parfois je n'aurais pas écrit ça de cette façon-là. D'autant que maintenant, je vais, je dirais, vers une forme d'épuration. J'essaie de faire en sorte que les textes soient beaucoup plus faciles d'accès. Oui, mais vous étiez déjà très libre, car la dernière phrase de ce texte dit « Faut-il que les jours soient si bleus et si longs à la fois ?» Oui. Il y a une musicalité, il y a une légèreté dans les mots. On ne peut pas dire que c'est d'un jeune poète. Vraiment, ça me va droit au cœur, je veux dire, mais je reste encore persuadé que le chemin est long. Il est très long, vous le savez encore. Et autant que moi, en tant que créatrice, c'est un chemin qui est très très long. On ne finit jamais, d'une part, d'apprendre, et d'autre part, de creuser toutes ces obsessions qu'on a en nous, de trouver la manière la plus pure, j'ai envie de dire, et ce qui nous traverse. Et c'est ça, le travail. On n'en finit jamais. Et on n'est jamais satisfait. Je suis du genre, quand j'écris par exemple, je corrige énormément, beaucoup. Il y a des auteurs qui ne corrigent pas beaucoup. Moi, je corrige jusqu'à ce qu'on appelle les épreuves. Les premières épreuves, je corrige. Donc il y a une épuration. J'essaye jusqu'au bout. De l'imaginaire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne relis pas mes textes. Et une fois que c'est publié. Parce que j'ai toujours peur de tomber sur des choses que j'aurais dites peut-être autrement. Et du coup, je ne les relis pas. Au début, je relisais. Mais maintenant, je me contente de prendre l'objet. Je regarde, je feuillette, mais je ne relis pas. Je ne relis que si le livre est traduit dans une langue que je comprends. Donc, je vais lire directement dans cette langue-là. Et s'il y a quelque chose sur lequel je bute, à ce moment-là, je vais regarder l'original pour voir mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne passe pas.
Est-ce que c'est le traducteur? Oui, il faut que le texte vous parle. Il faut que le texte il faut qu'il soit familier. Tout à fait, tout à fait. Mais quelle place occupe la poésie dans votre cheminement littéraire? Une place très très importante, j'allais dire fondamentale. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup d'écrivains haïtiens, j'ai commencé par la poésie. Hein, j'ai commencé par j'ai publié un tout premier recueil de poèmes, j'avais 19 ans, ici à Port-au-Prince. Hein, donc c'est un texte que j'avais écrit pendant que j'étais entre la réto et la philo. Et ce texte a été publié. Là aussi, c'est un texte encore plus de jeunesse, même si je me rappelle à l'époque, dans le Nouvelliste, il y avait 2 articles critiques. Je crois que j'en avais un, si je me souviens bien des noms à l'époque, de Roland Tadal, un autre de Laens, Robert Laens. Et ça m'avait, j'étais dans tous mes états, j'étais très content d'avoir reçu ces critiques-là qui étaient positives, mais en même temps, c'est un texte qu'aujourd'hui, je n'ai même pas une copie parce que je ne veux pas le voir, je ne veux plus le voir. Et c'était vraiment des textes c'est même pas de jeunesse, je dirais d'adolescence. Et j'ai eu tort, à mon avis, si je veux être exigeant avec moi-même, je crois que j'ai eu tort de les publier. Malgré les critiques. Les créateurs disent toujours ça. Et chez moi, ce n'est vraiment pas de la fausse modestie. Je crois que j'ai peut-être publié trop tôt ce texte-là, sur un recueil à l'époque d'une 60aine ou de 70 pages à peu près. Peut-être que j'aurais sauvé 2 pages, 2 ou 3 pages. C'était vraiment des textes d'adolescence. Bon, bien sûr, il fallait peut-être en passer par là, ce que j'ai fait, mais la poésie garde quand même cette place. Parce que j'ai commencé par la poésie, je lis encore beaucoup de poésie, et j'écris de la poésie. J'ai publié jusque-là en français, des livres en français, mais j'écris aussi de la poésie en créole. Il y a des textes qui sont publiés ici et là dans des revues. Et malheureusement, dans le contexte éditorial dans lequel j'évolue en Europe, la poésie n'a pas toujours bonne presse. C'est plutôt la prose. Oui, c'est le parent pauvre. Le roman d'abord, oui, et la nouvelle ensuite. Et donc du coup, j'ai beaucoup de poèmes qui traînent sur mon ordinateur, hein, donc, qui sont là, que de temps en temps je publie dans des revues, mais si quelqu'un me sollicite, me demande, donc à ce moment-là, je donne. Mais j'ai tendance, comme je vis de mon travail d'écrivain, donc c'est la prose, malheureusement je dirais, qui se vend, donc j'ai tendance à privilégier au départ la prose. Mais j'écris quand même beaucoup de poésie. Mais la poésie est quand même présente. Cette première page de Noire blessure, c'est une page remarquable. Oui, et cette poésie est très présente parce que justement c'est comme si on l'avait chassée de la porte et puis elle repasse par la fenêtre. Et ça, je l'ai fait toujours. J'essaie d'imposer presque. Par exemple, j'ai un roman qui a été mon 2e roman, qui est ici présent, qui s'appelle L'autre face de la mer. Et dans L'autre face de la mer, j'ai, comment dire, j'ai mis des pauses, voilà, des pauses poétiques. Hein, ce sont ces pauses-là qui vont rythmer la narration. Donc il y a une narration qui est simple, claire, et dans laquelle le lecteur peut entrer assez facilement. Et puis, c'est entrecoupé de pauses poétiques comme ça, qui sont, pour le coup, c'est vraiment de la poésie. Et c'est de la poésie en prose, si vous voulez, mais c'est vraiment de la poésie. Et ça me permet d'imposer la poésie aussi bien à l'éditeur qu'au lecteur, peut-être, qui, au départ, n'avait pas envie de lire de la poésie. Chez vous, je crois que le nouvelliste aussi reste présent. Quand je feuillette Noire blessure, qui est un livre, permettez que je le partage avec mes téléspectateurs, c'est un livre qui vous prend à la gorge. On voudrait bien s'arrêter. Il y a une cadence qui est d'un dynamisme tel qu'à un certain moment, on est essoufflé. Le lecteur est essoufflé. Le lecteur voudrait s'arrêter, mais il n'arrive pas à le faire.
Et vous, ayant pitié de votre lecteur, vous changez la cadence. Et dans ce livre, j'ai deux personnages. Un personnage de race blanche, un personnage de race noire. Et on pourrait inverser les rôles. Tout à fait. On se demande qui devient méchant, qui est le bon, qui est la victime. Est-ce que c'est une relation sadomasochiste? Est-ce que ce sont les homosexuels qui s'ignorent? Est-ce qu'il y a un besoin d'amour qu'on n'arrive pas à exprimer? Est-ce qu'il y a une haine latente qui se dispute cet amour? On ne sait plus. Comment peut-on aimer les animaux et ne pas respecter les hommes? Alors là, c'est compliqué. Mais on est loin de Kafka malgré tout. Parce que chez vous, de temps en temps, vous dites, bon, il faut oxygéner l'autre. Celui-là lui donne un verre d'eau. Il écoute de la musique de jazz. Il y a des arcs-en-ciel. Pour moi, tous ces grands qui ont critiqué ce livre l'ont très bien fait. Mais ils ont oublié de mentionner une chose. C'est qu'il y avait chez vous la poésie haïtienne. Oui. Cette poésie-là, elle est demeurée à travers le livre. Et je pense que c'est ce qui garde le lecteur dans cette traversée passionnelle. Oui, parce que le livre, si je peux résumer brièvement, en fait, c'est l'histoire de deux hommes. Donc, vous l'avez dit, un noir, Mamad White, et un blanc, Laurent Kala. Donc, Mamad White, c'est évident, alors que c'est les noirs. Kala, donc Laurent Kala, le blanc. Kala en lingala et en hindi, il signifie charbon noir. Donc, j'ai bien choisi le nom pour dire que quelque part, les deux peuvent être bourreaux et les deux peuvent être victimes aussi. Et souvent, le bourreau n'est pas toujours celui qu'on croit. Oui. Hein, c'est un petit peu la dialectique du maître et de l'esclave, finalement, que le maître aussi peut être esclave de... pas de l'esclave, mais je dirais de ce... de la souffrance qu'il inflige à l'autre, quelque part. Oui. Donc, ces deux hommes vont se rencontrer. C'est ces deux hommes qui ont à peu près, chacun sur un continent, le même parcours. Hein. Les deux n'ont pas de père. Les deux vivent avec une mère très forte. Nous sommes en Afrique, là, il faut le spécifier. Afrique, les deux rêvent d'ailleurs, et ainsi de suite. Mais justement, on parle d'Afrique. Pour moi, j'ai voulu que cette Afrique-là soit plutôt un décor. On pourrait parfaitement se retrouver en Haïti. Hein. Il y a d'ailleurs le personnage du blanc qui travaille pour une ONG, il passe par Haïti d'abord avant d'aller en Afrique. L'Afrique, il y a un décor, je dirais presque de carte postale. Hein. Il y a un certain nombre de choses, la jungle, le désert, et puis les animaux, et ainsi de suite. Mais finalement, c'est assez loin de la scène principale. Tout à fait. Oui. Mais ce qui se passe quand, par exemple, on demande au garçon qui n'a pas connu son père, pourquoi il n'en parle jamais, il dit, je connais la réponse. On m'aurait dit, on l'a mangé. On entend toujours en Haïti. C'est à l'haïtienne, ça. Tout à fait. Oui, justement, l'idée, c'était ça. L'idée, c'était de m'éloigner ou de faire semblant de m'éloigner. Oui, on ne meurt pas de crise cardiaque ou de maladie. On ne meurt pas de crise cardiaque ou de maladie, c'est toujours quelqu'un qui l'a mangé. Et ça me rappelle une histoire, justement, une dame à Paris en plus, une haïtienne que j'ai rencontrée, et puis on parlait, puis je lui demandais des nouvelles de sa mère. Et cette dame cette haïtienne, elle devait avoir entre 40 et 45 ans à peu près, mais sa mère, c'était une dame qui avait plus de 80 ans. Et puis, elle me racontait que sa mère était morte parce qu'elle avait marché sur un clou rouillé et que, bon, elle a eu tétanos, etc. Mais c'était pas... Dans la maison, il n'y avait jamais eu de clou. C'est quelqu'un qui a mis le clou là, c'est parce qu'on a mangé sa mère. Donc, c'est-à-dire que voilà une dame qui a plus de 80 ans qui meurt, on l'a mangée. Donc, c'est-à-dire que j'avais envie de dire à la dame que si on l'a mangé, la peau doit être assez racornie, ça ne peut plus faire quoi. Donc, ça doit être indigeste. Indigeste. Mais donc l'idée c'était ça. C'est-à-dire que parler d'Haïti, mais en me plaçant dans un autre endroit, dans un autre continent, mais en même temps, il y a des choses qui pour moi sont tellement haïtiennes dedans,
Et en fait, même si le personnage s'appelle Mamad, même si on dit qu'il est en Afrique, mais le fait, par exemple, que ce soit un enfant qui grandit sans père, et avec une mère qui est un petit peu le potomitan de la famille, et cet enfant qui va à l'école, qui n'arrive pas à trouver à manger, etc., c'est des scènes que tout Haïtien connaît. En fait. Oui. Et l'autre qui voudrait finalement plaire à son père. Qui voudrait plaire à son père absent, qui n'est plus là, parce que Oui, le père et est susciter la fierté chez son père. Tout à fait. Mais ce livre-là, je vais demander à mes téléspectateurs de le lire quand ils auront la certitude de trouver le temps, parce qu'autrement on perd sa nuit. Si on entame ça le soir, on est foutu. Car le livre vous garde, c'est comme un petit peu Anna Karenine, c'est un long voyage. C'est un long voyage. C'est un très long voyage. Mais c'est un voyage justement, comme dans beaucoup de mes livres, c'est une histoire qui se déroule en principe entre la France, Haïti et l'Afrique. Haïti parce que le personnage passe par Haïti, il travaille pour une ONG, oui. Donc il va faire ses premières armes en Haïti. Et en même temps parce que moi, en tant qu'auteur haïtien, il y a un certain nombre de choses que je mets dedans, donc qui sont, de mon point de vue, typiquement haïtiennes. Donc dans mes livres, j'aime bien voyager autant, passer d'un endroit à un autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, qui est un peu comme mon parcours de vie aussi. En fait, ma question était celle-là, et je la formule quand même. Vous voyagez beaucoup, et partout où vous passez, vous créez. Votre imaginaire se sert du milieu ambiant pour sortir un livre. Oui, disons, ça ne se fait pas sur le moment. C'est vrai que j'ai eu la chance de vivre dans pas mal de pays. Donc, déjà en France, j'ai vécu dans 2 villes. J'ai vécu dans l'est de la France, à Nancy, ensuite j'ai vécu à Paris. Après, j'ai vécu 6 ans et demi en Italie, donc à Rome, puis à Florence. J'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu en Israël, et puis j'ai beaucoup voyagé aussi dans les pays africains ou dans les pays d'Amérique latine. Donc c'est vrai, il y a un certain nombre de pays qui vont te parler. Et comme j'ai aussi une formation de journaliste, donc il y a un certain nombre de choses qui me captent ou qui m'attrapent tout de suite. Donc ça peut donner 2 types d'écriture, ou une écriture de récits de voyage ou bien d'articles, ou bien je me laisse imprégner, pénétrer quelque part par la réalité de ce pays-là ou de cette ville, et puis ça ressort plus loin. Ça ne ressort pas sur le moment, ça ne ressort pas tout de suite. Si ça se trouve, je suis en train d'écrire un autre livre, et par exemple cet été, justement entre juin, juillet, août, j'étais dans le Jura, et en France, le Jura, pour moi, haïtien, c'était très parlant, parce que j'en ai profité pour aller au Fort de Joux, donc là où est mort Toussaint Louverture. En même temps, j'écrivais un autre roman. Mais je sais que plus tard, ça reviendra, oui. Parce que j'étais là, ça m'a parlé, j'ai pris des notes qui sont là, qui finiront par ressortir tôt ou tard. Donc il y a toujours une superposition haïtienne. Toujours. Même quand vous faites référence au bordel, tout à fait. À l'érotisme aussi. Oui, oui. C'est un érotisme très haïtien, très particulier. Il y a toujours, d'une part, la superposition haïtienne, parce que je me rappelle, ma défunte mère disait toujours, c'est un proverbe que j'ai gardé, bourrique, met pot de chapeau, il y aurait Zoélie quand même. C'était toujours là. Donc c'est ce côté-là. Mais le côté bordel, où je reviendrai d'ailleurs là-dessus tôt ou tard dans un livre, par exemple dans le recueil de nouvelles que j'ai publié, Les bas-fonds de la mémoire, où j'en parle. Oui, mais ce sont des plaisirs tristes que ce vous sont décrivez. Des plaisirs tristes, mais qui me ramènent à une Port-au-Prince, je dirais, des années 70, des années 70 que j'ai connu au moment de mon adolescence, au niveau de ce qu'on appelle le quartier de la frontière. C'est ce livre, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans l'espace d'un ciment de Jacques-Stéphane Alexis. Et nous, à l'époque, quand tu es adolescent, on te parle toujours de la frontière, ou bien tu vas y aller aussi. Et sauf que parfois... On va parler espagnol quelque part. Justement, et je me souviens, dès que tu parles espagnol, moi il se trouve que je parle
et certaines langues, dont l'espagnol, les gens étaient toujours suspects, mais où est-ce que tu as appris à parler espagnol? Qui fréquente? Qui fréquente? Alors qu'en principe, je l'avais appris à l'école. Mais bon, disons, c'est là, et c'est dans le roman dont vous avez parlé tout à l'heure, Le crayon du mon Dieu n'a pas de gomme, et dans ce roman, je parle à un moment donné de l'espace-temps. Pour moi, on habite un pays, bien sûr, on habite une ville, bien sûr, Port-au-Prince, mais on habite aussi un temps. Parce que le petit garçon dont on parlait tout à l'heure, finalement, ensuite l'adolescent, je sais pertinemment que je ne vais plus les retrouver. Et c'est parce que, justement, j'ai habité, à un moment donné, dans un pays, dans un temps qui n'existe pas, ou qui n'existe plus, qui n'existera plus. Et j'aime bien quand je reviens, justement, à cette sensualité-là, et je reviens à cette sensualité qui était interdite à l'époque. Interdite parce que mes parents étaient très très religieux, et interdite parce que je n'avais pas toujours d'argent pour aller justement dans ces bordels-là, et interdite, c'est ce sentiment d'interdit qui va nourrir, et en fait cette forme de frustration qui va nourrir par la suite mon écriture. Et quand je parle de sensualité, quand je parle, et justement je vais en Guyane, à Cayenne, dans un quartier qui s'appelle La Crique, où justement, où il y a ce type de bar, où j'aime bien aller juste pour boire une bière et regarder les gens danser. C'est un côté très voyeur quelque part, où tu restes là, tu écoutes, et c'est toute l'adolescence qui revient, qui remonte à la surface comme ça, et en même temps tu sais pertinemment que tu ne vas pas pouvoir y retourner. Donc, et ça, c'est Haïti en fait, c'est Port-au-Prince qui revient, peu importe l'endroit où je me trouve sur la planète. Et là, nous allons continuer avec Les Dieux voyagent à la nuit, qui est un roman sur lequel je retrouve les signes Vévé. Et ça se passe à Harlem, New York, un soir de novembre. Un sous-sol à l'écart des grandes avenues. Une cérémonie vaudou. Le narrateur regarde, observateur et non pas acteur. La nuit qui suit devient rêverie. Va-et-vient est la sable entre Harlem et Port-au-Prince. Le corps interdit de son ami et son enfance lointaine. Chez vous, on a l'impression que les histoires d'amour ne finissent jamais. On entame une relation d'amour, on l'intensifie, mais il y a un certain achèvement. Pourquoi? Oui. Dans tous vos livres. Oui, parce que cet inachèvement dont vous parlez, pour moi, c'est une forme... Est-ce que c'est de la nostalgie ou de la mélancolie? Je n'arrive pas très bien, mais une histoire d'amour qui se termine, ça laisse toujours un goût, pas amer forcément, mais je n'aime pas que les histoires d'amour se terminent. Je n'aime pas. C'est quelque chose qui me dérange. Donc vos amours s'éternisent. J'aime bien que ça s'éternise. J'aime bien que ça s'éternise, mais malheureusement, ça ne peut pas toujours l'être, justement, pour des raisons objectives, parfois parce que cette personne ne t'aime plus, ou bien toi tu n'aimes plus la personne, ou bien parce que la personne a une autre vie. Mais ce qui est le plus douloureux pour moi parfois, c'est quand on a connu une histoire d'amour avec quelqu'un, et puis après, des années plus tard, on se rend compte qu'on est des étrangers l'un à l'autre, ou que cette personne-là ne parle plus de toi, ou toi tu ne parles plus de la personne, ou qu'il t'arrive quelque chose de très grave ou de très important aussi. Tu aurais aimé que cette personne-là participe à ça, et puis tu te rends compte que c'est pas possible. Donc c'est quelque chose qui me laisse toujours un goût indéfinissable. C'est comme si, bien sûr, si ma mère était là, elle aurait dit que je ne suis pas un gars, donc je ne veux pas avoir 36 femmes. Mais en même temps, tu aurais aimé que toutes ces femmes-là que tu as connues et que tu as aimées ou qui t'ont aimé, et quand je parle de femmes, je ne parle pas seulement des femmes avec qui il y a eu des relations d'amour, je parle aussi de ma mère ou de ma grand-mère ou des cousines ou de mes sœurs, et aussi les femmes que tu as aimées, les femmes qui t'ont aimé. Tu aurais aimé que ces femmes soient là, quelque part, dans ta vie, et tu sais que c'est pas possible, et je peux vous assurer que ça laisse des sentiments de frustration. Beaucoup. Et ces émotions-là débordent vers une certaine douleur qui traverse vos livres.
Est-ce que c'est de la douleur ou bien c'est de la mélancolie, tout simplement, je dirais. Et, c'est de la mélancolie? Je dirais plus que c'est de la mélancolie, c'est quelque chose qui est là, c'est une douleur un peu diffuse, c'est pas une douleur poignante, ce n'est pas une douleur justement qui empêche de dormir, comme la lecture d'un livre, mais c'est une douleur, c'est quelque chose qui est là, qui nous transporte et qui fait que quand par exemple on écoute une chanson qui nous rappelle telle période de notre vie, on sait que c'est pas possible de revenir en arrière, ça laisse un petit goût, une petite amertume peut-être, mais quelque chose d'aigre-doux, je dirais, voilà, c'est surtout ça. C'est un sentiment ou une sensation aigre-douce, quelque chose qui a laissé un peu de peine, mais en même temps, on aimerait que ce soit toujours là, encore. Et quand on voit ces personnes, justement, quand on a l'occasion de revoir ces personnes, et on se rend compte qu'on ne peut plus partager tout ça, on aimerait. Et là, on revient à Lamartine, au temps suspend ton vol. Hein, donc oui, mais chez vous, cette douleur-là amène toujours à une certaine révolte. Oui. Il y a une révolte perpétuelle, une révolte latente, qui sort très souvent avec une agressivité que le lecteur n'arrive pas à appréhender. Il se sent perdu. C'est la frustration. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la frustration, justement. C'est-à-dire que quand on se rend compte à un moment donné qu'on est impuissant, en fait, c'est l'impuissance qui nous rend révoltés. Et parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas remonter le temps, qu'on ne peut pas revivre dans ce pays-là, ou bien que la vie coule. Hein, et on ne peut pas revenir, on ne peut pas, disait Héraclite, se baigner 2 fois dans le même fleuve. Donc on ne peut pas revenir. Et là, il y a une forme de révolte, il y a une forme de puissance qui conduit à la révolte, justement. Mais en même temps, j'insiste sur le fait que pour moi, c'est plus de la mélancolie que de la douleur, parce que aussi, tout à l'heure, vous aviez parlé de sadomasochisme. Je ne suis ni l'un ni l'autre, je ne suis pas dans ce cas-là, mais en même temps, ce petit côté aigre-doux, moi j'aime bien le retrouver. J'aime bien réécouter des chansons qui me transportent dans une époque, dans une période où je sais pertinemment je ne vais pas pouvoir retourner ou regarder une femme que j'ai aimée ou qui m'a aimé en sachant que aujourd'hui ce n'est plus possible. Et puis bon, il y a un petit pincement au cœur, comme on dit, et puis la vie continue. Est-ce que cela expliquerait cette sympathie pour la période Art déco, le jazz par exemple, chez vous? Oui, et c'est une période, c'est une musique que j'ai beaucoup écoutée, mais justement, en vieillissant, j'écoute encore du jazz, mais j'écoute plus du blues et, par rapport au jazz. Le blues, pour moi, il y a cette forme de mélancolie là, oui, les nuances. Et justement, qui est là, cette impossibilité d'aimer ou d'être aimé encore. Mais la musique est fondamentale pour moi. Elle est fondamentale. Mais on retrouve la musicalité des mots dans votre prose. Et ça, c'est le côté poète. Comme on dit, c'est le poète. Parce que j'écris, je dirais presque de 2 manières différentes. Quand il s'agit de la poésie, j'écris uniquement au stylo, donc au crayon de papier. Hein, donc j'écris à la main, parce que je m'arrête à chaque fois pour dire, comment dire ce texte-là, donc j'efface en permanence. Par contre, quand il s'agit de prose, j'ai tendance à écrire directement sur le clavier, donc sur l'ordinateur, mais je m'arrête toujours, d'une part pour corriger à la main, d'autre part souvent un certain nombre de textes où j'ai besoin d'entendre le texte, de dire le texte. Et c'est le fait d'écouter le texte ou de le dire à haute voix, c'est ce qui va me permettre de corriger. Et les corrections que je peux faire sans dire le texte, ce sont des corrections d'ordre grammatical parce que j'ai laissé passer une faute, mais quand je veux trouver le rythme du texte, j'ai besoin de le dire. Et justement, mon fils comme on dit, me charrie tout le temps en permanence parce que parfois, il entre et il me voit en train de murmurer ou de dire des choses comme ça et puis de temps en temps, il m'imite en faisant
parce que j'ai besoin d'entendre le texte. Donc là, vous pensez que les livres audio, ce sont des livres intéressants. Est-ce que vous pensez qu'il y a autant de plaisir à écouter un livre qu'à le lire? Je dirais les deux. Mais parce que je pense d'abord aux non-voyants, par exemple, pour lesquels les livres ne sont pas toujours en braille, donc qui peuvent être amenés à avoir envie d'entrer dans l'univers littéraire. Donc les livres audio, c'est très important. Mais pour moi, un livre audio est important s'il est dit par l'auteur lui-même. Quand c'est dit par un comédien, le comédien apporte tout à fait autre chose. Oui, il y a de la théâtralité. Il y a de la théâtralité, il y a le fait, pour moi en tant qu'auteur, si un comédien ou une comédienne lit un texte, c'est quelque chose qui me fait plaisir parce que, ok, je découvre d'autres facettes du texte que peut-être je ne pensais pas être allé dans cette direction-là. Et puis le comédien ou la comédienne arrive et réussit à me révéler quelque chose d'autre de mon propre texte. En revanche, quelqu'un qui ne peut pas lire, ou qui ne sait pas lire aussi, ça existe. Et je ne parle pas d'Haïti, je parle de pays où tout le monde est censé savoir lire. Dans toutes les sociétés. Alors que donc les gens ne savent pas lire, donc ils ont envie d'entendre comment dire le texte. Et je crois que s'ils entendent le texte de l'auteur lui-même, là ils arrivent à s'approcher le plus près possible de l'original, au lieu d'entendre le texte dit par un comédien ou une comédienne. Donc, mais cela dit, moi en tant que lecteur, justement, j'aime le contact avec la page, j'aime le contact avec le livre, j'aime pouvoir revenir. Et maintenant, aujourd'hui, il y a les fameux e-books. Hein, oui. Et j'ai des livres en numérique, mais je n'ai toujours pas franchi le pas. Je n'arrive pas encore. Et ça m'arrive de lire le journal quand je suis à l'étranger. Je lis beaucoup les journaux haïtiens sur Internet. Mais j'ai besoin du contact avec le papier. Le papier. Pouvoir lire, revenir en arrière. Il y a aussi l'odeur des livres. L'odeur du livre. Et, par exemple, justement, Noir Blessure qui vient de paraître, mon premier geste a été de prendre, de toucher, puis de sentir. Et pour moi, en tant que lecteur, c'est très très important. Je voudrais vous poser une question, à savoir, quel est votre sentiment face à l'un de vos livres traduits dans une autre langue? Même quand c'est une langue que vous comprenez bien, une langue que vous maîtrisez, mais qui n'est pas la langue maternelle. Je préfère d'abord que ce soit une langue que je ne comprends pas. Et ça me permet justement de ne pas avoir, je dirais d'a priori, de ne pas inconsciemment aller voir si c'est bien traduit, entre guillemets, bien traduit ou pas. Quand je vais lire en danois ou en serbe, je ne comprends absolument rien, donc je prends, je feuillette, je regarde, et ça me remplit d'émotions. Quel genre d'émotions vous éprouvez à ce moment-là? C'est du plaisir, beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que de savoir qu'on me lit dans une langue que je ne comprends pas. Donc c'est juste un satisfait. Oui, c'est une forme de satisfaction, si vous voulez, par rapport à ça. Je suis content, je dis bien, j'ai fait mon travail, et puis ça marche, ça a intéressé d'autres personnes. Ça a été reconnu. Ça a été reconnu, et je pense que, si on ne veut pas se mentir, on aime tous, on est tous à la recherche et de ça, parce qu'en fait, si on écrit... de l'acceptation des autres. De l'acceptation, et surtout, si on écrit, moi je le dis franchement, c'est-à-dire je n'écris pas pour garder les textes dans mon tiroir. Les textes que j'ai envie de garder dans mon tiroir, je les garde dans mon tiroir. Mais les autres, je les écris, si je les publie, c'est pour qu'ils soient lus. Et quand ils sont lus, je suis content. Et c'est vraiment du plaisir. C'est parce que je dis, tiens, voilà, j'écrivais pour être lu, et j'écrivais pour être publié, j'ai publié pour être lu, et bien le texte, non seulement il est lu, mais il n'est pas lu dans la langue dans laquelle je l'ai écrit uniquement, il est lu dans d'autres langues. Et là, c'est quelque chose qui me comble de bonheur.
Mais quand le texte est traduit dans une langue que vous pouvez comprendre, Là, que vous parlez, que vous lisez. C'est un peu plus difficile, justement parce qu'il y a toujours ce petit... Le côté critique? Oui, ce petit a priori, est-ce que c'est bien traduit, est-ce que c'est ce que je voulais dire ou pas, mais il arrive aussi qu'on tombe sur de très très bons traducteurs hein, qui tout en respectant l'originalité du texte, et arrivent à passer, à faire entendre leur propre voix. Parce que il y a beaucoup de traducteurs qui sont en fait, qui se cachent, je dirais, derrière des écrivains pour pouvoir dire un certain nombre de choses, parce qu'ils n'osent pas eux-mêmes écrire. Il y a des traducteurs qui ont de très très bonnes plumes, très bonnes plumes. Mais vous pourriez me dire quels sont vos rapports avec les lecteurs? Le rapport que je peux avoir avec les lecteurs, disons, j'allais dire que je préférais quand il n'y avait pas Internet et quand il n'y avait pas d'email. Ça prenait plus de temps et c'était une démarche que les gens n'écrivaient pas tout de suite parce que le temps de prendre un stylo, de prendre du papier d'écrire, de mettre à la poste, donc finalement les gens n'écrivaient pas. Aujourd'hui, ils écrivent tout de suite spontanément et ils ont envie et ils s'attendent à ce que tu répondes. Or, tu n'as pas toujours le temps de répondre. Par contre, ce que j'aime bien, là où j'aime rencontrer les lecteurs, c'est dans les salons du livre ou dans les foires du livre, comme on dit. Des gens qui ont lu et qui reviennent tous les ans ou tous les 2 ans, qui vont prendre un livre, que ah tiens, celui-là, ah, je préfère celui-là, ou j'attends le prochain. Et souvent, il y a une discussion qui est très enrichissante. Quand quelqu'un nous dit qu'il préfère celui-là ou qu'il a moins aimé celui-là, j'essaie toujours de savoir pourquoi, de voir ce qui a marqué cette personne-là dans ce livre-là ou ce qui l'a moins intéressé. Donc, j'aime bien ces échanges-là, qui ne sont pas des échanges envahissants, qui durent un court moment et puis qui sont très très enrichissants. Ah, et qu'est-ce que vous attendez d'Haïti? Vous allez avoir une signature vente samedi, le 24 novembre, à la Pléiade, de 10h à 2h. Qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes? Mes attentes, je dirais, elles sont nombreuses. Hein, mais je vais commencer, ou peut-être m'en tenir à l'essentiel. Et l'essentiel pour moi, c'est que les gens viennent, nombreux, et qu'ils achètent le livre et qu'ils le lisent. Qu'ils le lisent surtout. Qu'ils le lisent, justement. Et c'est la raison pour laquelle... Si beau, merci, le livre. Et c'est justement la raison pour laquelle j'ai tenu, mais vraiment, à ce que le livre soit vendu à ce prix-là, pour que les gens puissent avoir accès à ce niveau-là. Tout le monde puisse avoir accès. Oui, le livre est à 200 gourdes, ce qui est plus que démocratique. Hein? C'est presque un cadeau, d'autant plus qu'il est si beau. Et c'est un livre qui tient son lecteur en haleine du début à la fin. Et ce n'est qu'à la fin que l'écrivain met un petit peu de baume et dit, bon, là, maintenant, repose-toi. Oui, mais il y a quand même beaucoup d'humour qui traverse le livre pour... Oui, ça aussi, il faut le spécifier. Pour atténuer un petit peu la violence. Oui, ça c'est l'arc-en-ciel. Oui. Louis-Philippe d'Alembert, nous arrivons à la fin de notre causerie, ce qui me navre, parce qu'on aurait beaucoup à dire. Quel serait le message que vous auriez pour vos lecteurs ce soir? Que quand ils lisent, moi ou un autre auteur, c'est quelque part, ils sont des maillons, je dirais, de la grande chaîne de la littérature. Il n'existe pas d'écrivain sans lecteur et il n'existe pas de lecteur sans écrivain. Donc qu'ils achètent les livres et qu'ils continuent de les lire et qu'ils en discutent entre eux et qu'ils les fassent passer aussi quand ils ne peuvent pas, ceux qui ne peuvent pas, qu'ils fassent passer les livres, qu'ils échangent les livres et ça permet à la littérature de continuer à exister. Amis téléspectateurs, en vos noms et en mon nom personnel, je remercie Louis-Philippe d'Alembert car il nous a enrichis. Dieu vous bénisse. Respect.